Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Un phénomène peu ordinaire a été observé dans le ciel de Parakou dans la journée de ce mercredi. Il s'agit d'un cercle brillant, lumineux, couronnant le soleil dans le ciel pendant quelques minutes. Nous allons comprendre de quoi il s'agit avec notre confrère de Fraternité FM depuis Parakou. Ensuite, organisation du Hajj saison 2023. Les pèlerins ont désormais la possibilité de s'inscrire sur la plateforme dédiée. Le gouvernement a procédé au lancement officiel des formalités en vue d'un meilleur accomplissement de ce pilier de l'islam. Et puis enfin, le Parlement des jeunes du Bénin a procédé ce mercredi à la remise de prix aux lauréats du jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19. Ils sont au total 6 candidats, a été récompensé pour leur production contre les fausses informations. La cérémonie a eu lieu au champ d'oiseaux de Cotonou. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez rapidement, une lumière diffuse de forme circulaire couronnant le soleil a dominé le ciel de Parakou pendant quelques minutes. Un phénomène peu ordinaire dans la journée de ce mercredi et a suscité beaucoup de commentaires dans le rang de la population. Les internautes aussi en ont fait le chou gras avec le partage en abondance des images du dit phénomène que vous voyez bien entendu à l'écran. Il s'agit pour faire court d'une sorte de boule observée dans le ciel pendant quelques minutes et qui n'a d'ailleurs laissé personne indifférent. Et c'est pour mieux comprendre de quoi cela retourne que nous sommes en ligne avec notre confrère de Fraternité FM, Epiphane Kabi. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Epiphane Kabi, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Bonjour. Merci d'être dans ce 13h au Bénin. Alors, dites-nous de quoi il s'agit concrètement, ce cercle brillant, lumineux, couronnant, le soleil observé dans Oui, le ciel à justement, Parakou. il faut dire que le sujet a donc alimenté les conversations, c'était hier, dans les différents quartiers de la ville de Parakou. Et il s'agit d'un halo qui a entouré donc le ciel. Ceci pendant plusieurs heures. On parle donc d'un halo ou d'un cercle lumineux qui n'est rien d'autre qu'un groupe de photométéores qui apparaissent souvent à certaines conditions dans le ciel autour du soleil ou autour donc de la lune, ou même parfois des sources de lumière qui sont suffisamment puissantes. C'est comme sous certains lampadaires, quand il fait souvent nuit dans nos différentes localités. Ils ont souvent la forme d'un anneau, et ce qui s'est présenté ici dans la ville de Parakou avait donc la forme d'un cercle, et c'est souvent engendré par la réflexion de la lumière par des cristaux de glace qui sont souvent donc en suspension dans l'atmosphère. Il faut également préciser, ou il faut dire que ceci s'est produit donc hier à Parakou, et cela reflète exactement ce que donc nous venons de dire, puisque le phénomène qui est un phénomène optique qui n'est pas habituel, c'est donc un phénomène inhabituel, il était très difficile à observer à l'œil. Ça a duré plusieurs heures et c'est pratiquement donc dans l'après-midi, disons même complètement au coucher du soleil, que cela a complètement disparu. Difficile de lever les yeux pour regarder le ciel pendant plusieurs heures dans la commune de Parakou, puisque ces cristaux reflétaient donc une forte tension qui agissait justement sur les yeux donc des populations. C'est ça. Alors, dites-nous comment la population de Parakou a vécu ce phénomène peu ordinaire. Oui, il faut dire que dans le rang de la population, il faut dire que ce phénomène a été très vite pris au sérieux. D'ailleurs, l'image de ce halo a occupé les statuts WhatsApp. Ça a été posté par certaines personnes sur leur page Facebook, puisque c'est un fait inhabituel, c'est un fait donc extraordinaire. Même sur place ici, il faut dire que juste en face de la radio, plusieurs passants se sont donc arrêtés pour essayer d'observer ce cercle lumineux, mais il était complètement difficile en tout cas de pouvoir le regarder, puisque les cristaux ou les rayons des cristaux donc qui rejaillissaient ne permettaient pas d'observer. On a même eu du mal, ou certaines personnes qui comparaient ce phénomène-là à un fait divin, sous prétexte que c'est la manifestation des désaccords de Dieu face donc aux nombreux actes impurs que nous posons. Il y a eu plusieurs interprétations. Bref, il faut dire que pour bon nombre de personnes, ce phénomène était très loin d'être un fait naturel. C'était donc un fait surnaturel. Beaucoup ont même dit que c'est donc des annonces divines qui se présentent ainsi. Merci à vous, Epiphane Kabi. Je rappelle que vous êtes journaliste à radio Fraternité FM depuis Parakou. Merci, bien entendu, de nous donner ces quelques informations sur ce phénomène. Restez avec nous pour la suite de ce 13h au Bénin.
Organisation du Hajj saison 2023, les pèlerins ont désormais la possibilité de s'inscrire sur la plateforme dédiée. Le gouvernement a procédé au lancement officiel des formalités en vue d'un meilleur accomplissement de ce pilier de l'islam. Toutes les dispositions sont donc prises à cet effet. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Teddy Goudalou. Encore 3 mois environ pour la tenue du Hajj saison 2023 et le gouvernement lance déjà les formalités en vue d'une organisation parfaite. 4 ministres se donnent à l'exercice en présence des membres de l'Union islamique du Bénin et les sociétés agréées. Aglo a participé sur invitation de l'Arabie Saoudite à une réunion virtuelle le 22 décembre 2022 dans le cadre de l'annonce du Hajj. C'est à cette occasion que les autorités saoudiennes ont communiqué, entre autres informations, que le quota pour le Bénin est 4 600 pèlerins. La limitation d'âge à 65 ans est levée. Le test PCR n'est plus exigé. Par contre, le vaccin Covid est obligatoire. Pour cette édition, le pèlerin béninois est appelé à verser une somme de 3 500 000 francs CFA pour sa participation. Un montant donnant droit à plusieurs commodités avant, pendant et après le Hajj. Mieux, toutes les dispositions sont prises par l'État pour assurer un meilleur accomplissement de ce pilier de l'islam. Le Hajj 2022 a constitué un shift important. Cette année-ci, nous avons décidé de maintenir ce cap, et ce qui permet de proposer en plus cette année-ci aux pèlerins une pension complète. C'est-à-dire, les pèlerins seront pris en charge en matière de restauration au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Alors que l'année dernière, les pèlerins n'étaient pris en compte qu'au déjeuner et au dîner. Cette année-ci, il y a 3 repas qui seront servis à chaque pèlerin. Je veux m'adresser maintenant aux sociétés agréées qui doivent faire le nécessaire pour mobiliser leurs pèlerins. Elles se sont investies dans la préparation. Le moment est maintenant venu de sortir d'Aglo, de sortir du comité pour mobiliser les nôtres, pour mobiliser nos compatriotes. Je voudrais inviter donc ces 27 sociétés à faire toutes les diligences qui sont nécessaires, à s'impliquer pour assurer une participation optimale de nos compatriotes au Hajj en procédant le plus rapidement possible à l'enregistrement des candidats sur la plateforme dédiée. Les inscriptions au Hajj 2023 sur les plateformes sont ouvertes sur le territoire national et prendront rigoureusement fin le 18 mai prochain. Que Dieu nous accompagne dans la paix. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF était ce mercredi face à la presse. À l'occasion du point de presse, il a exposé aux hommes des médias les opérations d'expropriation en cours dans le pays. Cette rencontre avec les hommes des médias a également permis au patron de l'agence de faire des clarifications sur les différents chantiers de développement en cours dans le pays et sur les mesures d'accompagnement du gouvernement. Voici un extrait de cette déclaration au micro de Clément Achadi et Moufid Sabouran. L'expropriation, c'est l'un des 2 outils de maîtrise foncière qui existent. Le second outil étant la préemption. Nous n'allons pas en parler dans le cadre de cette rencontre. Donc cette expropriation obéit à des principes et repose sur des règles, des bases et des tests. Les principes. Donc la procédure d'expropriation est enfermée dans un délai de 12 mois. Délai au-delà duquel, sur le principe, il est considéré comme si l'autorité expropriante a renoncé à l'expropriation. Donc tout se décline sur un chronogramme. Mais que se passe-t-il que depuis un moment, les populations nourrissent beaucoup plus d'intérêt, ou que nous observions un regain d'intérêt vu sous l'angle de quelques appréhensions pour la notion d'expropriation. Il faut dire d'entrée que les opérations d'expropriation, particulièrement le regain d'intérêt des populations, est symptomatique et illustratif de ce que le pays est véritablement en modernisation et en chantier
pour deux raisons. La première raison, c'est que pendant longtemps, les populations n'ont pas été habituées à l'expropriation, ce qui peut se comprendre qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'ambition et que les réalisations qui étaient faites n'étaient pas de grande envergure comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que nous avions été habitués pendant longtemps à des éléphants blancs, uniquement pour le projet Pipeline Bénin-Niger. Ou si vous voulez, qui quitte le Niger pour Cotonou, particulièrement pour Sémakoudi. Nous avons 18 localités qui sont impactées en termes de dédommagement. Que c'est des opérations qui se déroulent un peu partout. Et comme je l'ai dit tantôt, il vous souviendra, le Bénin et tout le Bénin est en chantier. Que ces localités dans lesquelles ces opérations se déroulent sont nécessaires pour abriter les 10 projets. C'est notamment le cas de 80 hectares qui sont situés à Togbe. Parce qu'en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches, allant de Fin-Pavé Fidjrosset jusqu'à Ouida après Avlekete, à Degwe. Il se trouve que ces coordonnées, avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne, embrasse beaucoup d'autres localités, dont notamment Fidjrosset, Fieyon 1, Fieyon 2, Togbe. Le gouvernement, pour faciliter et permettre aux populations de pouvoir formaliser les actes fonciers, a été amené à procéder à un repositionnement de ces coordonnées. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'expropriation. Et à cette occasion, effectivement, je suis sorti pour expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, que le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjrosset, de Fieyon 1, de Fieyon 2, de Togbe, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. De ce point de vue, je voudrais donc les rassurer que les appréhensions et les préoccupations qui sont exprimées ne sont pas délaissées, mais sont étudiées de manière parcimonieuse dans le sens de leur prise en compte pour qu'au mieux leurs intérêts soient préservés. Dans la suite de ce 13 européen, le Bénin prépare le 5e recensement général de la population et de l'habitation. Dans le cadre des préparatifs entrant pour la phase de sa réalisation, le comité national du dit recensement a été installé ce mardi. La cérémonie d'installation, qui est en même temps le lancement des travaux préparatoires, a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des partenaires techniques et financiers. Voici le reportage. C'est une cérémonie qui consacre l'installation du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Bénin. Un recensement qui prend en compte l'ensemble des opérations consistant à recueillir, à grouper, à évaluer, à analyser et à publier des données démographiques, économiques et sociales se rapportant à tous les habitants. Et pour la réussite des dites opérations, le gouvernement du Bénin et ses partenaires techniques et financiers installent les membres du Comité national de recensement afin d'assurer sa bonne conduite. Depuis avril 2016, le Bénin s'est engagé dans de profondes réformes de restructuration et de modernisation du système statistique national. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation, qui est la plus grosse opération de collecte de données dans un pays et que nous voulons faire, vient appuyer cette dynamique en cours. Vous conviendrez avec moi
que l'importance du recensement de la population et de l'habitation n'est plus à démontrer, sachant qu'il permet de renseigner plus de 98 indicateurs pour le suivi des objectifs du développement durable, qui sont bien sûr au cœur de la planification et du suivi du développement de chaque pays. Conformément aux recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin s'engage à réaliser son 5e recensement en respectant le rythme décennal. Un 5e recensement qui intervient dans un contexte marqué par le numérique et la digitalisation des données et même des outils de collecte. Occasion pour les autorités de présenter à l'assistance les présidents des 3 sous-comités que compose le Comité national. La mission du Comité national de recensement, telle que stipulée par l'article 7 du décret 2022-349 du 22 juin 2022, consiste, je cite, à assurer la préparation et le contrôle de l'exécution du recensement. Ce comité est donc un organe d'orientation stratégique. Il est composé de représentants des ministères sectoriels, des institutions de la République, du monde de la recherche scientifique, des acteurs de la société civile et des organisations économiques. Après cette installation du Comité national de recensement qui lance également les travaux préparatoires, l'Institut national de la statistique et de la démographie du ministère de l'économie et des finances aura à procéder au lancement de la cartographie censitaire et au recensement pilote dans 3 communes du Bénin. Les autres grandes phases du RGPH5 sont le dénombrement général, l'enquête post-censitaire, le traitement et l'analyse des données et enfin la publication et la dissémination des résultats. Première session du comité de pilotage du projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes dans la Liborie. Les assises ont réuni à Kandy les membres du comité de pilotage de l'unité de gestion du projet, des représentants des partenaires et puis plusieurs cadres de l'association nationale des communes du Bénin, ANCB, qui porte le projet. Occasion de mieux informer les participants. Ce rendez-vous consacre aussi le lancement officiel des activités du projet. Reportage. C'est une nouvelle trouvaille pour accompagner les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions face au fléau de l'extrémisme violent. L'initiative est portée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les bénéficiaires sont les zones frontalières les plus exposées du pays, principalement les communes de Ségbana, de Malanville, mais aussi d'autres localités du département de la Liborie. Je remercie tous les partenaires techniques et financiers qui ont, par le canal de certaines structures, porter leur choix sur les 2 communes de Ségbana et de Malanville. Je remercie particulièrement aussi le président de l'ANCB et toute sa délégation pour avoir fait le déplacement de Kandy. Ce projet vient donc à point nommé pour essayer de combler un vide. Parce qu'on sait que si on arrive à sortir ces couches de leur précarité, si on arrive à favoriser au niveau de ces couches une autonomisation, on est à même de dire que nous sommes en train de gagner déjà plusieurs pans de notre bataille. Dénommé Prévent, projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes, c'est une série d'actions prévues dont l'objectif spécifique est de renforcer la capacité des autorités locales des communes cibles à mettre en place des mesures barrières contre la communication violente par la réintégration économique et sociale des personnes vulnérables au discours extrémiste. Nous allons mettre en place pour des communautés de femmes et de jeunes des périmètres irrigués qui vont leur permettre de pouvoir faire de la production maraîchère. Nous voulons également construire des enclos de pacage sur le long du couloir de transhumance tracé par le gouvernement. Des ouvrages tels que des enclos de pacage, des abreuvoirs et des biodigesteurs. Également, ce projet compte appuyer les jeunes déscolarisés de ces 2 communes à pouvoir suivre une formation professionnelle de leur choix dans les centres agréés de l'État et contribuer également à leur première installation. La réunion de Kandy a été l'occasion de mieux informer les participants. Ces assises ont également permis aux membres du comité de pilotage de l'unité de gestion du projet, représentants des partenaires et autres, de valider les différents plans de gestion et surtout mettre en route l'exécution des activités. À travers ce projet, l'ANCB ambitionne de renforcer durablement ses membres
pour la prise en charge des mécanismes de cohésion sociale et de paix, non seulement dans les deux communes cibles, à savoir Segbana et Malanville, mais aussi dans tous les départements de la Liborie. Le comité de pilotage, dont je suis le président, veillera à la mise en œuvre effective de toutes les activités prévues afin que l'impact projeté soit atteint. Dans cette aventure qui démarre ainsi, l'ANCB bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers le 11e FED, Fonds européen de développement. La subvention a été accordée suite à un appel à projet gagné par la Fertière des communes du Bénin. Le ministre des Enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle a entamé dans l'après-midi de ce mardi une tournée nationale. L'objectif est de booster les acteurs à la base sur le plan pédagogique en vue de bons rendements scolaires par rapport aux examens de fin d'année. La tournée du ministre a démarré par le département du littoral avec la ville de Cotonou, par une séance d'échange avec les différents acteurs du dit système éducatif sur la situation actuelle du sous-secteur et les difficultés rencontrées dans le travail passé. Cette étape, le ministre a ensuite effectué une visite dans 2 établissements de la place, le cours secondaire Saint-Augustin, une école privée confessionnelle, et le CEG Saint-Rita, qui est un collège public, pour leur apporter le soutien et les encouragements du gouvernement. Voici le compte-rendu. Je suis arrivé échanger avec vous et je voudrais bien que ce soit mon cœur qui vous parle. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou mardi, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui échange avec les différents acteurs à la base du sous-secteur de l'éducation nationale. J'entame une tournée nationale qui commence par Cotonou, ici même. Une tournée, je suis prendre langue avec les soldats sur le terrain, avec nos collègues sur le terrain, ceux qui sont à l'opérationnel, ceux qui font bouger les choses sur le terrain. Je le fais en ce moment précis où pratiquement nous sommes en train d'exécuter les dernières activités sensibles qui nous mènent tout droit vers les examens de fin d'année, sachant que pour l'opinion publique, ce qui nous évalue, c'est en fin de compte les résultats de fin d'année. Votre humilité nous séduit et fait de vous un guide exceptionnel. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes, Monsieur le ministre, et tirer le meilleur profit de cette rencontre. Cette tournée nationale vise donc à booster les acteurs à la base sur le plan pédagogique en vue de bons rendements scolaires. Occasion pour les représentants des responsables des établissements publics et privés du littoral, ceux des enseignants et des conseillers pédagogiques, des organisations syndicales et du patronat d'exposer leurs différentes préoccupations au ministre, notamment celles relatives aux tests liés à la gestion des établissements, aux besoins de formation, à la question des carrières et des AME et au recrutement des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Merci de reconnaître que le gouvernement fait de son mieux pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Et merci de nous rappeler aussi qu'il reste encore à faire. Nous sommes conscients de ce que certains textes ne répondent plus aux réalités actuelles. Et comme vous-même vous l'avez dit, nous avons ouvert plusieurs chantiers où ces textes sont en relecture. C'est progressivement que nous réglons les problèmes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer les AME. Ils forment la majorité, je crois, des effectifs des enseignants. Nous sommes un secteur où les problèmes se sont accumulés depuis de longues années. Et il faut travailler à trouver des solutions. Nous allons continuer à faire en sorte que la satisfaction soit totale. Ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Le ministre rassure donc de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail des acteurs. Des réformes sont en cours et les résultats de ces différents chantiers seront très bientôt visibles pour le bonheur de l'école béninoise. Il n'y a pas d'école sérieuse quand il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de système éducatif sérieux sans rigueur. Et je peux vous rassurer que tout mon cabinet va travailler sur ces attentes-là. À mon tour, avec la plus grande force qu'il y a en moi, mais également la plus grande humilité, je voudrais vous demander de continuer à vous mettre à la tâche. Je suis persuadé que malgré les difficultés, malgré les embûches, lorsque la volonté est au rendez-vous, nous arrivons toujours à surmonter les obstacles
Donc nous arrivons toujours à avoir les résultats. Après cette concertation, le ministre Kwaro Yves Chabi et sa délégation se sont rendus respectivement dans 2 établissements scolaires privés et publics de Cotonou, le cours secondaire Saint-Augustin et le collège d'enseignement général Sainte-Rita. L'autorité y exprime aux responsables de ces écoles sa satisfaction et celle du gouvernement pour le travail abattu et également les encourage à bien faire et surtout à mieux faire. Et voilà toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Pour terminer ce 13h au Bénin, le Parlement des jeunes du Bénin a procédé ce mercredi à la remise de prix aux lauréats du jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19. Ils sont au total 6 candidats à être récompensés pour leur production contre les fausses informations dans les catégories épistolaires et capsules vidéo. La cérémonie a eu lieu au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Voici les images. Des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. Voici les lots offerts aux lauréats du jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19. Ils sont au total 6 candidats récompensés pour leur production contre les fausses informations dans la campagne contre le coronavirus. Je suis très content d'avoir gagné le premier prix. D'ailleurs, c'est un ordinateur et pendant les vacances, je rappelle que j'ai fait l'informatique. Ça me permettra de m'exercer à la maison. Je pense que les fausses informations ne sont pas bien. Et avec l'apparition aujourd'hui des NTIC, je pense que ça prend plus d'ampleur. Les jeunes de nos jours passent beaucoup de temps sur Internet à divulguer de fausses informations. Je pense que c'est une mauvaise chose et participe au sous-développement de notre nation. Il va falloir faire attention, tout simplement en sensibilisant comme on vient de le faire. Les productions récompensées ici sont des tests et des capsules vidéo réalisées par des jeunes âgés de 8 à 24 ans. Des réalisations qui n'ont laissé indifférents les membres du jury de par leur contenu et leur pertinence. Étant quand même membre du jury, je dois quand même vous avouer que ça n'a pas été un travail très facile. Ça a été un travail très fastidieux pour la simple raison qu'aucun candidat n'a démérité. Je vous le confirme, aucun candidat n'a démérité. C'est juste que vous savez, le succès dans la vie, c'est 90% de transpiration et 10% de chance. Le jeu concours sur la vaccination contre la Covid-19 est une initiative du Parlement des jeunes du Bénin. Il s'inscrit dans le projet Stop Enforce Covid de l'organe qui vise à contribuer à un meilleur taux de couverture vaccinale sur le territoire national. L'engagement est pris et l'accompagnement disponible avec la participation du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Nous sommes réellement fiers d'avoir eu à travailler main dans la main avec les jeunes. Je pense que les jeunes sont aujourd'hui les porteurs du changement. Rien ne peut se réaliser sans eux. Et cela afin qu'ils puissent prendre les devants et pallier aux problèmes qui les touchent, notamment ceux qui concernent leur santé et celle de la communauté. Et le Parlement des jeunes du Bénin, dans sa dynamique, voudrait que tout et chacun de nous ici présents soit quand même des porte-parole de ce projet près de ses entourages et partout dans le Bénin. À travers ce jeu concours, les jeunes parlementaires du Bénin n'entendent pas rester en marge de la lutte contre la Covid-19 et bien d'autres initiatives suivront pour continuer le combat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Dans la suite des programmes, à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.